La douleur suprême, les semences d'une crise d'identité. Les personnes inconséquentes avec elles-mêmes et avec ce qu'elles croient être finissent toujours par vivre une crise d'identité. Lorsque cette crise survient, ces personnes se sentent soudain désorientées et commencent à remettre en question leurs anciennes convictions. Leur mode est complètement bouleversé et elles ont très peur de souffrir. C'est ce qui se produit chez beaucoup de gens qui traversent la crise de l'âge mûr. Très souvent, ces personnes se percevaient comme étant jeunes, puis un élément extérieur, leur anniversaire, les commentaires de leurs amis ou leurs cheveux grisonnants, déclenche en eux la peur de vieillir et de devoir changer leur perception d'eux-mêmes. Tentant désespérément de s'y raccrocher, ces gens font toutes sortes de choses pour se prouver qu'ils sont encore jeunes. Ils achètent une voiture de sport, changent de coiffure, divorcent ou changent d'emploi. Si ces personnes avaient une personnalité affirmée, croyez-vous qu'elles connaîtraient ce genre de crise ? Sans doute pas. Lorsque le sens de notre identité est étroitement lié à l'âge ou à l'apparence, nous sommes condamnés à souffrir, car ces choses changeront. Si nous avons une idée plus globale de ce que nous sommes, notre identité n'est jamais menacée. Même les entreprises peuvent traverser des crises d'identité. Il y a quelques années, la Xerox Corporation, spécialisée dans la production de photocopieurs, a modifié son image de marque de manière assez intéressante. Dès que les ordinateurs personnels ont fait leur apparition sur le marché et se sont imposés comme choix de l'avenir, Xerox s'est servi de sa puissance technologique pour pénétrer ce nouveau marché et a chargé son service de recherche et développement de s'en occuper. Après avoir investi quelques 2 milliards de dollars, divers produits ont été mis au point, dont un précurseur de ce que nous appelons aujourd'hui une souris. Pourquoi la société Xerox n'est-elle pas aujourd'hui en concurrence directe avec IBM et Apple ? L'une des raisons tient à ce que, au départ, cette société ne s'était pas identifiée à ce secteur. Même son identité graphique, un moine rondelet, empêchait cette société d'être identifiée comme étant à la fine pointe de la technologie informatique. Le moine symbolisait la tâche délicate de copier des documents et ne convenait pas à cette nouvelle entreprise de haute technologie, où la vitesse était le facteur le plus important. Pour le consommateur, la société Xerox était identifiée au géant des photocopieurs dans le monde entier, de sorte que personne ne croyait vraiment qu'elle puisse réussir dans le domaine des ordinateurs. Conjugué au fait que l'identité de la société n'avait absolument rien à voir avec le traitement rapide des données, cela explique d'où venaient certains problèmes de la société Xerox. Les spécialistes en marketing et en design vous diront que l'image d'une société est un immense filtre que les consommateurs utilisent pour y voir plus clair. Ils veulent savoir qui est cette société, ce qu'elle représente et, s'ils souhaitent faire des achats importants, ils veulent généralement acheter d'une société qui est l'exemple même de son produit. Lorsque la société Xerox a essayé d'intégrer l'informatique à son identité, d'autres sociétés se sont empressées de se mettre au premier plan et de s'emparer du marché. À ce moment-là, la société Xerox a décidé qu'il était préférable d'exploiter sa propre identité plutôt que de la changer. Elle a donc décidé d'informatiser ses photocopieurs et d'utiliser son budget de recherche-développement pour améliorer les produits de qualité qu'elle fabriquait déjà. Aujourd'hui, la société Xerox se lance dans un processus de transformation. Pour ce faire, elle lance une nouvelle image de Xerox. Des publicités montrant des images rapides de traceurs, de matériel, de logiciels, de réseaux de communication, suivies d'un message écrit lui conférant une identité plus étendue. Pour pénétrer de nouveaux marchés, cette société sait que sa nouvelle identité doit être comprise des consommateurs et elle saisit toutes les occasions pour leur fournir des explications. Écrit en chinois, le mot crise se compose de 2 caractères. L'un représente le danger et l'autre l'occasion à saisir. John F. Kennedy. La plupart des gens n'ont pas besoin de vivre une crise pour comprendre qu'ils peuvent modifier leur comportement. Cependant, la perspective de changer d'identité est pour chacun d'entre nous une tâche qui semble menaçante, sinon totalement impossible. Abandonner nos croyances fondamentales sur ce que nous sommes nous causerait d'énormes souffrances. Certaines personnes vont même jusqu'à se suicider pour ne pas trahir leurs croyances. Victor Hugo l'a remarquablement bien illustré dans Les Misérables. Lorsque le héros, Jean Valjean, est libéré de prison, il est frustré et seul. Malgré toutes les années qu'il a passées dans les bagnes français, il n'a jamais accepté son étiquette de criminel. Après avoir retrouvé sa liberté cependant, il s'aperçoit qu'il ne peut pas obtenir un travail honnête. Il est méprisé et rejeté par tous à cause de son statut d'ancien forçat.
En fin de compte, vaincu, il se met à accepter l'identité que son étiquette sociale lui a imposée. Il est maintenant un criminel et se conduit comme tel. Ainsi, lorsqu'un bon prêtre lui porte secours et lui offre de la nourriture et un toit pour la nuit, il se montre fidèle à son identité de criminel en volant le couvert en argent de son humble bienfaiteur. Lorsqu'il est arrêté par les gendarmes lors d'un contrôle de routine, il découvre non seulement que c'est un ancien forçat, mais aussi qu'il est en possession de ce que le prêtre avait de plus précieux, un crime qui pourrait être puni par une vie de travaux forcés. Valjean est amené devant le prêtre. On lui raconte les faits et on lui montre le couvert en argent. Le prêtre affirme qu'il avait donné ce couvert à Valjean et rappelle à ce dernier qu'il avait oublié les 2 chandeliers. À la grande surprise de Valjean, le prêtre pousse sa supercherie encore plus loin et lui donne réellement l'argenterie pour qu'il puisse commencer une nouvelle vie. Valjean veut comprendre le geste du prêtre. Pourquoi croirait-il en lui? Pourquoi ne l'a-t-il pas renvoyé, les chaînes aux pieds? Le prêtre lui dit qu'il est son frère, qu'il n'appartient plus aux forces du mal, qu'il est un honnête homme et un enfant de Dieu. Cette brutale interruption de schéma change Valjean, qui déchire ses papiers d'ancien forçat, déménage dans une autre ville et prend une nouvelle identité. En agissant ainsi, son comportement se modifie complètement. Il devient un leader et s'attache à venir en aide à ses semblables. Toutefois, un gendarme, M. Javert, s'était juré de retrouver Valjean pour que justice soit faite. Il sait que Valjean est mauvais, et il se définit lui-même comme quelqu'un qui s'occupe de faire condamner les mauvais. Javert retrouve enfin Valjean, après de longues années de recherche. Valjean, qui a l'occasion d'éliminer son persécuteur, se montre magnanime et lui laisse la vie sauve. À la fin de sa vie, Javert découvre que Valjean est un homme bon, peut-être même meilleur que lui, et ne peut reconnaître que c'est peut-être lui le plus cruel et le plus mauvais des deux. Il se jette dans la Seine et se noie. Son agonie suprême fut la disparition de la certitude, et il se sentit déraciné. Quelle chose épouvantable! Le projectile homme, ne connaissant plus son chemin, et reculant. Victor Hugo, Les Misérables. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que tout cela signifie en réalité? Les choses peuvent nous sembler bien ésotériques si nous ne commençons pas par nous définir. Par conséquent, prenez un moment pour déterminer ce que vous êtes. Qui êtes-vous? En fait, il y a tellement de manières de nous décrire. Nous pouvons nous décrire en fonction de nos émotions. Je suis amoureux, pacifique, passionné. De nos activités professionnelles, je suis avocat, médecin, prêtre. De nos titres, je suis cadre, vice-président. De nos revenus, je suis millionnaire. De nos rôles, je suis parent, je suis l'aîné de 5 filles. De notre comportement, je suis joueur. De nos possessions, je suis propriétaire d'un commerce. De nos métaphores, je suis le roi de la montagne, je suis un pion sur l'échiquier. Des opinions des autres, je ne vaux rien, je suis exceptionnel. De nos croyances spirituelles, je suis juif. De notre apparence, je suis beau, je suis laid, je suis vieux. De nos réalisations, j'ai été reine dans un concours de beauté. De notre passé, je suis un raté. Ou même de ce que nous ne sommes pas, je ne suis pas aisément vaincu. L'idée que l'on se fait de l'identité de nos amis et de nos pères a aussi tendance à nous influencer. Regardez bien vos amis. Ce que vous pensez qu'ils sont est souvent le reflet de ce que vous croyez être. Si vos amis sont très délicats et aimants, il est fort probable que vous vous considériez comme tel. L'époque à laquelle vous faites référence pour vous définir est aussi très révélatrice. Pour définir qui vous êtes véritablement, fouillez-vous le passé, le présent ou l'avenir? Il y a quelques années, mon passé et mon présent n'avaient rien de très passionnant, de sorte que j'ai consciemment intégré en moi la vision que j'avais de la personne que j'allais devenir. Je n'ai pas eu à attendre. J'ai tout de suite commencé à vivre comme la personne que je voulais devenir. Lorsque vous cherchez à définir qui vous êtes, il est très important que vous soyez dans un bon état d'esprit. Vous devez vous sentir détendu, en sécurité et dévoré par la curiosité. Si vous lisez ce livre-ci trop rapidement, si vous le lisez en diagonale ou si vous vous laissez constamment distraire, vous n'obtiendrez pas les réponses dont vous avez besoin. Prenez une longue respiration. Détendez-vous et expirez. Ayez l'esprit observateur. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas et ne recherchez pas la perfection ou même quelque chose en particulier. Demandez-vous simplement « Qui suis-je » Notez votre réponse, puis posez-vous à nouveau cette même question. Chaque fois que vous vous posez cette question, notez ce qui vous vient à l'esprit et continuez à réfléchir, toujours plus profondément. Posez-vous cette question jusqu'à ce que vous arriviez à une description de vous-même qui vous semble vraiment convaincante. Comment vous définissez-vous? Quelle est
l'essence de votre être? Quelle métaphore utilisez-vous pour vous décrire? Quel rôle jouez-vous? Très souvent, si vous cherchez à savoir qui vous êtes sans vous mettre au préalable dans un état d'esprit où vous vous sentez à la fois curieux et en sécurité, vos appréhensions et vos hésitations sur votre identité vous mèneront aux mauvaises réponses. En fait, si vous posez cette question à quelqu'un sans lui laisser le temps de se mettre dans un état d'esprit favorable, vous obtiendrez l'une ou l'autre des réponses suivantes. 1. Un regard vide. Ce genre de questions laisse beaucoup de gens bouche bée, car ils n'ont jamais eu à réfléchir sérieusement sur la réponse qu'ils donneraient. 2. Une réponse superficielle. C'est là une technique d'évasion de premier degré. C'est le genre de réponse qui repose sur ce qu'on pourrait appeler le principe de Popeye, où on mentionne simplement « je suis ce que je suis et c'est tout ce que je suis ». J'ai souvent remarqué que lorsqu'on pose une question à quelqu'un, et particulièrement s'il s'agit d'une question ayant une forte charge émotive, cette personne ne nous répond qu'après s'être posé 2 questions. La première est « suis-je capable de répondre à cette question ?» Lorsqu'une personne ne sait pas vraiment qui elle est, elle répondra souvent « je ne sais pas » ou répondra de manière très superficielle. Les gens appréhendent parfois cette question parce qu'ils ont peur de se rendre compte à quel point ils sont ignorants sur cet aspect de leur vie. La deuxième question est « que gagnerais-je à répondre à cette question ?» Si j'y répondais, quel avantage pourrais-je en retirer personnellement? Permettez-moi de répondre à ces 2 questions. Premièrement, vous savez qui vous êtes. Et vous pouvez parfaitement y répondre si vous prenez le temps de faire une brève séance de brainstorming dès maintenant. Vous devez vous faire confiance et laisser les réponses surgir naturellement dans votre esprit, puis les noter telles quelles. Pour ce qui est de la deuxième réponse, savoir qui vous êtes vous permettra de choisir vos comportements. Si vous prenez le temps de vous mettre dans le bon état d'esprit, vous obtiendrez 3. Une réponse réfléchie. J'espère que c'est le genre de réponse que vous cherchez présentement à obtenir. Je pense, donc je suis. René Descartes. Prenez quelques instants pour répondre à une question qui a alimenté les réflexions des philosophes de tous les temps, de Socrate à Sartre. Mettez-vous dans un état d'esprit où vous vous sentez à la fois curieux et en sécurité. Inspirez profondément, puis expirez. Demandez-vous, qui suis-je? Je suis. Pour arriver plus facilement à vous définir, dites-vous que votre moi est simplement ce qui vous distingue des autres. Voici 2 exercices que vous trouverez sans doute utiles. 1. Si vous voyiez votre nom dans un dictionnaire, que liriez-vous sous cette rubrique? 3 mots suffiraient-ils à vous décrire ou faudrait-il des pages et des pages de texte ou même un ouvrage tout entier? Notez la définition que vous trouveriez sous votre nom dans un dictionnaire. Sous mon nom, dans le dictionnaire. Accordez-vous suffisamment de temps pour bien saisir vos réponses. Dès que vous êtes prêt, passez à l'exercice suivant. 2. Si vous conceviez une carte d'identité qui représente ce que vous êtes réellement, qu'est-ce qui figurerait et qu'est-ce qui ne figurerait pas sur cette carte? Y aurait-il votre photo sur cette carte? Des statistiques sur votre vie? Une description physique? Vos réalisations, vos émotions, vos croyances, vos attaches, vos aspirations, votre credo, vos capacités? Prenez quelques instants pour décrire ce qui figurerait ou non sur votre carte d'identité, au cas où vous voudriez montrer à quelqu'un ce que vous êtes réellement. Ma carte d'identité. Jetez maintenant un coup d'œil sur ce que vous avez écrit, sur les descriptions qui font état de qui vous êtes, ce qui représente essentiellement l'histoire de votre vie. Qu'en pensez-vous? J'espère que vous allez réellement prendre quelques minutes maintenant pour apprécier qui vous êtes et ressentir les émotions profondes que nous inspire la découverte de qui nous sommes. Si vous constatez que votre sens d'identité vous fait souffrir, sachez que ce que vous appelez votre moi représente seulement ce que vous avez décidé d'utiliser pour vous définir et que vous pouvez changer tout cela instantanément. Vous avez ce pouvoir en ce moment même. En fait, une fois que vous aurez compris comment l'identité d'une personne peut évoluer, vous pourrez prendre les mesures qui s'imposent et changer toute votre vie. L'évolution de la perception de sa propre identité. L'une de mes amies, Debra, que tout le monde considérait comme une personne audacieuse et pleine d'énergie, m'a raconté comment sa perception d'elle-même s'est transformée. Pendant toute mon enfance et mon adolescence, m'a-t-elle dit, j'ai été une véritable poule mouillée. Je ne faisais pratiquement rien de physique et j'évitais toutes sortes d'activités parce que j'avais trop peur de me faire mal. Après avoir pris part à quelques-uns de mes séminaires et après avoir vécu de nouvelles expériences, comme faire de la plongée sous-marine, marcher sur des braises et sauter en parachute, elle s'est aperçue peu à peu qu'elle pouvait faire ces choses si elle s'y forçait. Cependant,
elle n'avait pas encore organisé ses références en croyance sur sa propre identité. Elle se considérait comme une poule mouillée qui avait sauté en parachute. Son regard sur elle-même ne s'était pas encore transformé, mais le processus s'était mis en marche, à son insu. Beaucoup de ses amis lui enviaient ses réalisations. Elle lui disait des choses comme « Je voudrais bien avoir ton courage. Tu as un tel esprit d'aventure. » Ces commentaires la prenaient réellement par surprise, mais cette perception que les autres avaient d'elle poursuivait son œuvre. Elle s'est mise à remettre en question sa propre perception d'elle-même. Au bout d'un certain temps, m'a raconté Debra, je me suis mise à associer la douleur à l'idée d'être une poule mouillée. Je savais que la croyance que j'étais une poule mouillée me limitait. J'ai donc décidé que ce n'était plus cela que je voulais être. Avant d'arriver à cette conclusion, son cerveau s'était débattu pour surmonter la contradiction qu'il y avait entre la perception que les autres avaient d'elle et la façon dont elle se percevait elle-même. Lorsqu'une nouvelle occasion de sauter en parachute s'est présentée, elle y a vu sa chance de la comparaison entre le potentiel et le réel, entre ce qu'elle pouvait être et ce qu'elle serait. Le moment était venu où son identité de personne à l'esprit d'aventure devait passer de l'opinion à la conviction. Lorsque l'avion a atteint une altitude de 4000 mètres, Debra a vu ses camarades moins expérimentés cacher leur peur et faire semblant de s'amuser. Elle s'est dit « C'est exactement ce que j'étais avant, mais je ne suis plus cette personne. Aujourd'hui, je vais m'amuser pour de bon. » En fait, elle se servait de l'appréhension qu'avaient ses camarades pour faire un contraste entre ce qu'elle était auparavant et la nouvelle personne qu'elle avait décidé de devenir. Elle s'est dit « C'est comme ça que je réagissais autrefois. » Et elle s'est rendue compte aussitôt que la transformation venait de se produire. Elle n'était plus une poule mouillée, mais une personne forte et audacieuse qui était sur le point de vivre une grande aventure. Première à sauter, elle se sentait ravie, heureuse et excitée. Elle n'avait jamais éprouvé des sentiments aussi intenses d'énergie physique et d'exaltation. Cependant, l'un des éléments clés qui lui ont permis de faire le grand saut et de laisser son identité se transformer a été sa volonté de servir de modèle aux autres et d'être un leader. Elle m'a dit « C'est un peu comme ce que vous faites, Tony. Si vous dirigiez un séminaire pour aider les gens à vaincre leurs peurs et leurs limites, mais refusiez de marcher sur des braises, ça ne marcherait pas. Il faut avoir le courage de ses convictions. » La transformation de Debra a été complète. Elle a adopté de nouvelles références qui ont commencé à éroder son ancienne identité. Elle a décidé de s'identifier à de plus grandes possibilités. Enfin, lorsque le moment opportun s'est présenté, elle a pu comparer sa nouvelle identité à la personne qu'elle ne voulait plus être. C'était là la motivation spéciale dont elle avait besoin pour réaliser la transformation complète de soi. Son évolution a été modeste, mais très dynamisante. Sa nouvelle identité a maintenant une influence positive sur ses enfants, ses affaires et tout ce qu'elle fait dans la vie. Aujourd'hui, elle est véritablement devenue une personne qui a le sens du leadership et de l'aventure. Bien sûr, vous pouvez toujours décider de redéfinir qui vous êtes. Pensez à l'imagination débridée du cœur et de l'âme d'un enfant. Un jour, il est Zorro, le vengeur masqué. Le lendemain, il est Hercule, le héros olympien. Le troisième jour, il est grand-papa, le héros de sa vraie vie. Les transformations de l'identité peuvent être parmi les expériences les plus heureuses, les plus merveilleuses et les plus libératrices de la vie. Pourquoi les gens aiment-ils tant les bals masqués et Halloween ? Je suis convaincu que cela s'explique en partie parce que ces célébrations nous donnent la permission de changer de personnalité. Nous pouvons alors nous permettre de faire des choses que nous ne ferions pas en temps réel. Il arrive même que nous fassions des choses que nous aimerions faire en tout temps, mais que nous considérons incompatibles avec ce que nous pensons de nous. En réalité, nous pourrions faire ces choses tous les jours de l'année. Nous pourrions totalement redéfinir qui nous sommes ou décider de laisser percer notre véritable personnalité. Comme le doux Clark Kent qui enlève ses lunettes et son costume d'homme d'affaires pour devenir le puissant Superman, nous pouvons découvrir en nous une identité impressionnante qui est davantage que notre comportement, notre passé ou toute étiquette que nous ayons pu utiliser pour nous définir.